connaissez tous, non, je suppose, ou est-ce qu'il y en a qui ne le connaissent pas du tout? Donc c'est les boulevards. Moi, quand je suis arrivé à Valence, il y a une quinzaine d'années, il y avait 4 voies, interchemin central, 4 voies. Pas partout, hein, pas tout le long, mais il y a un endroit, il y avait 2 fois 4 voies, vous imaginez, comme à Los Angeles, quoi. Aujourd'hui, vous voyez ce qu'on a comme type d'aménagement. En 1800, au milieu du 19e siècle, on avait des remparts ici. Il y avait 2 rangées de remparts qui séparaient la partie qui est derrière nous, là, qui est la vieille ville romaine puis médiévale, de ce qui était l'extérieur de la ville au-delà des remparts. Donc, qui s'appelait à l'époque la banlieue. Bannir. Vous comprenez le mot bannir? Tout le monde? Bannir ou mettre au banc, ça veut dire expulser. Et une lieu, c'est une distance, une mesure de distance qui était celle sur laquelle les gens qui habitaient dans la ville avaient une espèce d'autorité. Donc le soir, les voleurs, les mendiants, les malades, ils les mettaient dehors. Dès qu'ils rouvraient les murailles le matin, ces gens qui avaient besoin d'être en ville pour monter, pour voler, s'empressaient devant. Donc la vieille ville derrière nous, avec un bâti qui est très dense, du coup des rues qui sont plutôt étroites, qui sont plus du tout adaptées à la circulation aujourd'hui, donc c'est des petites rues qui sont devenues piétonnes. On avait prévu initialement de faire un tour là dans ces rues, mais on n'aura pas vraiment le temps. Donc du coup on va surtout s'occuper de ces boulevards. Donc milieu du 19e siècle, les remparts sont abattus pour plusieurs raisons. Ils étaient vieux, vétustes, à rehausser, à remonter, ça coûtait à la ville une fortune régulièrement. Surtout ceux qui étaient dans la base ville, qui étaient sapés par les inondations du Rhône avant qu'ils soient canalisés. Donc chroniquement, au cours des siècles, les remparts étaient vus certes comme une protection, mais comme aussi quelque chose qui coûtait cher à la communauté. Donc dès qu'il a été possible de les abattre, c'est-à-dire au milieu du 19e siècle, quand la ville a été déclassée, n'était plus une place de guerre, ils ont été abattus ces remparts. Donc ils ont laissé la place à cet immense espace en fait, qui est quand même relativement large, qui ceinture au moins sur la partie est et la partie sud de la vieille ville, et donc a été mise en place une promenade qui s'appelait la promenade du Cagnard. Je vous laisse imaginer pourquoi, plein sud, le long des murs. Donc cette promenade du Cagnard a d'abord été un endroit où les familles bourgeoises le dimanche venaient se montrer, venaient se saluer, venaient se draguer, voilà. Et puis c'est devenu un endroit aussi où se faisaient des marchés, où se faisaient des foires, et un endroit déjà où on circulait progressivement au cours du XXe siècle. Ici on avait un tramway qui montait jusqu'à Vernou. Ceux qui connaissent à Saint-Péray, il y a ce qu'on appelle la route du tram. En pente assez douce. Donc ça a été assez vite un endroit aussi de circulation. D'accord? Jusqu'aux fameuses 4 voies dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis ça fait moins d'une dizaine d'années que c'est redevenu, alors certes toujours un endroit de circulation, mais si vous comptez les voies, il y en a 2. Plus les voies ensuite propres pour les bus, et c'est redevenu ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire d'abord un espace de promenade avec des terrasses de café, donc un espace de promenade et de loisirs. Ok? Est-ce que jusque-là ça va? Donc vieille ville médiévale, ces remparts quand ils ont été détruits, ça a permis à la ville aussi de sortir de cette espèce de carcan qu'étaient les remparts. Ça a correspondu aussi à une époque, au XIXe siècle, où est né un mouvement qui s'appelle le mouvement hygiéniste. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Le mouvement hygiéniste, qui vient d'une hygiène, bien entendu,
Au XIXe siècle, les villes se sont fortement développées avec le début de l'industrie. Donc de très nombreux gens sont venus en ville pour travailler dans les usines. Tant que les villes étaient enserrées dans des remparts, les gens s'entassaient dedans, dans des logements insalubres, dans des caves. Ils étaient très nombreux. Et ce mouvement hygiéniste, il a pris le parti de se dire qu'il faut faire en sorte que les gens vivent mieux. Il faut aérer la ville. C'est l'époque où on pensait qu'il fallait faire des courants d'air pour que les microbes s'en aillent à l'intérieur des remparts. Okay. Ça, plus le fait que ces ouvriers, comme ils vivaient dans des conditions très très mauvaises, comme ils étaient très mal payés, ils avaient tendance à se révolter. Pour réprimer les révoltes, il fallait que la police ou l'armée puissent circuler facilement, rapidement. Donc ça fait au moins deux raisons. Pour que dans les villes, les voies de circulation, là où c'est possible, elles deviennent plus larges. D'accord ? On fait circuler l'air pour gérer les miasmes et les microbes, et puis on permet à la police de circuler vite aussi. Alors là, ça n'a quasiment pas été possible dans la vieille ville, sinon il fallait tout raser. Par contre, tous les axes qui ont été construits après ont ce parti pris. Alors, ce mouvement hygiéniste avec ces grands axes de circulation, c'est pas propre à Valence, dans toutes les villes, on les retrouve. Vous allez à Lyon, vous allez à Paris, on les retrouve. C'est la période où le baron Haussmann avait une importance politique très forte. On parle de période haussmannienne dans l'urbanisme. À Paris, il y a un boulevard qui s'appelle le boulevard Haussmann. Sur ce qu'on appelle les grands boulevards, justement, très larges, pour permettre aux troupes militaires de circuler. Et on va voir tout à l'heure les façades des immeubles qu'on appelle immeubles de type haussmannien. Donc typique de la deuxième moitié du XIXe siècle. Haussmann, ça s'écrit H-A-U-2-S, H-A-U-2-S, M-A-2-N. Si vous l'écrivez. Donc typique, une architecture et un urbanisme typique de la fin du XIXe siècle. Ok ? Pardon, j'ai laissé mon téléphone en marche. Ah, Sandra. Allô, Sandra ? Allô ? Excusez-moi. Hein ? C'est Sandra, ouais. Alors, juste une chose, c'est le boulevard, l'aménagement du boulevard, l'aménagement au kiosque où on est allé, c'est le même cabinet d'architecte qui se situe dans la Grande Rue, là, à Valence, qui est APS. Vous remarquerez que les mobiliers urbains et les aménagements sont pratiquement identiques. C'est ce cabinet d'architecte paysagers qui a fait ces deux aménagements. Je ne sais pas s'il y en a qui les ont contactés pour faire leur stage chez eux. Oui. Donc APS. Une dernière chose peut-être avant de descendre et puis regarder un peu les façades. C'est du même cabinet. Alors on voit que c'est la même chose. Vous voyez le bâtiment qui est juste à l'angle avec les néons hideux là à l'étage. C'est un bâtiment qui est un tout petit peu postérieur à ceux qu'on va regarder là, au bâtiment de type haussmannien, qui date en gros des années 1860-70. Celui-là date de la fin des années 1880, il a été fini en 1900 à peu près. Une très très grosse différence, c'est qu'il intègre du métal. Regardez dans les fenêtres, il y a de l'acier. D'accord ? Alors là, on verra des balcons à faire changer un peu dans la structure du bâtiment. On commence à intégrer du métal. Dans les dernières années du début du XXe, ça correspond à la construction de la Tour Eiffel, c'est la même époque. On commence à utiliser de l'acier dans la construction et pas uniquement de la pierre. D'accord ?
J'en reviens donc à ces boulevards là qui permettent à la ligne de sortir de son carcan. Un autre élément important dans la ville de Valence, mais dans toutes les villes aussi. C'est quelque chose qui est juste là, par là. Ceux qui connaissent, qu'est-ce qu'on a? Voilà. L'arrivée du chemin de fer. 1854, le chemin de fer arrive à Valence. 1864, 63, j'ai plus de mémoire, mais je crois que c'est 64, construction de la gare. Avec autour de la gare, tout un quartier lié à l'arrivée des voyageurs, quoi, des restaurants, des hôtels, des auberges. Donc ça va donner un coup d'accélérateur à l'extension de la ville, un petit peu en direction d'est, surtout en direction du sud avec la gare, donc fin 19e. Ensuite avec le Champ de Mars, et puis le lycée Loubet et le parc Jouvet qu'on va aller voir. Le lycée Loubet, parc Jouvet, c'est tout début du XXe siècle. Le parc Jouvet, c'est 1903 ou 5, je ne sais plus, et Loubet, c'est 1905. Donc très nettement, dès que les remparts sont écroulés, ça donne un coup d'accélérateur à l'extension de cette ville sur les côtés. D'accord? Et puis si on continue un petit peu plus loin dans le temps, en allant plus à l'extérieur, alors plus au sud et plus à l'est, construction des quartiers dans les années 1930-1950, du côté de la rue des Alpes, de la rue Saint-Valentine, les quartiers de Château-Vert. Donc c'est des quartiers qui ont été urbanisés plus dans les années 30 à 50-60 quoi. Est-ce que ça va? Personne n'a amené la fiche papier? Avec des photos aériennes, des cartes, si vous vous approchez. Si vous l'avez sorti là, il n'en reste absolument rien. Mais ça a été une très très grande ville romaine. Je crois que c'est cet hiver où au printemps, on a été retrouvé sur le plateau de l'Audagne des traces d'un camp militaire romain. D'un grand truc quoi. L'année dernière, Pas de bricole. au mois de mai l'année dernière. Pas cette année, mais c'était venu. Donc c'était vraiment une place romaine extrêmement importante. Il y avait un amphithéâtre romain du côté de la place Saint-Jean qui se trouvait pour ceux qui connaissent. Déjà ils sont pas trop loin là. Ce sont des concours à Valence. Les travaux sont arrêtés, les archéologues arrivent et il y en a partout. Ils avaient trouvé au niveau de la Porte Neuve aussi quand il y avait des travaux. Enfin voilà, ça a été une colonie romaine extrêmement importante et dans le sous-sol il y a des restes romains partout. Bref, on passe. Tout ça pour vous expliquer que le parc Jouvet, il est sur la terrasse qui est la plus basse en altitude ici, la plus proche du Rhône, qui est marquée Basseville. D'accord ? Là, on est sur la deuxième terrasse, marquée Valence Centre. Il y en a une troisième, fond Barlette, les couleurs. Le plateau des couleurs, ça dit quelque chose à certains d'entre vous, là où il y a tous les commerces. Et une encore plus élevée à l'Automne. Voici. Alors, comment expliquer ce relief? Avant, il y avait l'Isère. L'Isère, avant, à l'époque, elle était vachement. Ce sont des terrasses, alors je ici qui les marqué. Terrasse alluviale, non, c'est plus l'Isère. Curieusement, c'est plus l'Isère que le Rhône. Non, c'est plus l'Isère que le Rhône. Ouais. L'Isère charriait plus d'alluvions que le Rhône. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas du Rhône, mais il y a au moins les deux. Donc c'est des terrasses qu'on appelle des terrasses alluviales. Alluvions. Les mêmes terrasses qu'on a au lycée, avec des galets, on les retrouve ici. C'est le même type de formation. D'accord? Donc, une période glaciaire pendant laquelle il y a beaucoup de gel qui casse les cailloux en montagne et peu d'eau. Donc une tendance à déposer des alluvions. Il y a peu d'eau et beaucoup de cailloux. Et des périodes qu'on appelle interglaciaires. Il fait plus chaud. Du coup, on a moins de cailloux puisqu'on a moins d'alternance gel-dégel. Et on a plus d'eau. Donc qu'est-ce qui se passe? Érosion. D'accord?
Donc ces alternances de climat ont créé ce relief là très particulier avec ces 4 terrasses. Ce qui explique qu'au pied de certaines terrasses, on ait des sources. On verra tout à l'heure les canaux dans le parc Jouvet qui sont liés à ce relief très particulier. Ce qui explique aussi que du côté de Châteauvert, on ait des sources, là aussi, au pied de chaque terrasse en fait, on a des sources. Donc qui ont permis d'irriguer la ville, qui ont permis l'installation d'une présence humaine importante dès l'époque romaine. C'est grâce à l'eau, c'est grâce au Rhône, à l'hydrocirculation, que dès la période romaine, il y avait une présence humaine très importante à Valence. C'est bon? Donc, des commerçants, donc forcément toute une infrastructure autour. D'autant que le confluent avec l'Isère, il est tout proche. Donc un axe de communication nord-sud qui permet de remonter jusqu'à Lyon et à Paris depuis le bassin méditerranéen, le Rhône, et un axe qui va plutôt rentrer dans les Alpes grâce à l'Isère. C'est ce qui a fait l'implantation très très tôt sur Valence. C'est bon? Donc terrasse alluviale, voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est de redescendre en direction du parc Jouvet et puis on va s'arrêter devant une ou deux façades dont on parlait tout à l'heure, de ces fameux immeubles de type haussmannien. Ok? Oui. Donc ça, c'est les fameux immeubles haussmanniens dont je vous parlais tout à l'heure, construits dans la deuxième partie du 19e siècle. On appelle ces immeubles aussi des immeubles de rapport. C'est-à-dire qu'ils sont construits pour rapporter de l'argent. Donc ils sont loués. Pas les immeubles entiers, mais les appartements sont loués. Alors dans toutes les villes à l'époque haussmannienne, et à Valence aussi, a été créée une commission qui s'appelle une commission d'embellissement de la ville. Ça correspond à ce que je vous expliquais tout à l'heure avec la percée de boulevard large. Cette commission d'embellissement, elle a fixé des normes pour les immeubles. Elle a fixé des normes de hauteur, des normes d'alignement, des normes de taille des fenêtres. Et puis, pour éviter une trop forte uniformité, elle a évité de fixer des normes pour la décoration. D'accord? Ce qui fait que chaque architecte a pris ses propres inspirations pour la décoration. Et du coup, plus la façade est décorée de manière riche, d'accord. Entre Kadhafi. Oh non, Dieu, moi je me casse. Moi ça part en couille. C'est peut-être ça, moi ça part en sgate. C'est quoi le bordel? Oh. Terroriste. Et au fond, je sais pas comment vous faites pour entendre ce que je dis depuis tout à l'heure. Tu connais Fumara? Donc on se retrouve finalement avec, on appelle ça 3 classes, 3 groupes d'immeubles en fonction de la richesse du décor qui correspond à la richesse du propriétaire en fait. Là devant nous, au-dessus de la BNP, on a un immeuble, si vous comparez aux voisins, il est plus richement décoré ou moins richement décoré? Ouais, non mais juste cette partie. Ouais. Première classe. C'est comme dans les trains à l'époque, il y avait 3 classes. Sur les immeubles, 3 classes aussi. Première classe pour plusieurs raisons.
il a des balcons, non pas en fer forgé, mais en pierre. Regardez la richesse des décorations. On a des personnages, des atlantes ou des cariatides, suivant que ce sont des hommes ou des femmes, dont le corps est représenté en entier. D'accord ? Donc un immeuble de première classe qui va se distinguer de l'immeuble voisin, qui lui n'a même pas de personnage pour soutenir ses balcons. Il a des balcons en fer forgé et non pas en pierre. Donc a priori bien moins prestigieux. D'accord ? Donc les gens qui à l'époque ont fait fortune à Valence dans le commerce par exemple, ils vont chercher à habiter où à votre avis ? C'est dans celui-là ou dans celui-là ? Pour étaler leur fortune, ils vont chercher à habiter dans l'immeuble de première classe. D'accord ? On va peut-être s'arrêter. Ouais. Le rez-de-chaussée, alors à l'époque, c'était pas du tout ça à l'époque de la construction, mais aujourd'hui c'est effectivement plutôt des banques qui ont acheté. Le même blouson, ça. Type. Donc des immeubles prestigieux, ce qu'il faut retenir, c'est le prestige des façades, des constructions qui sont toutes en pierre de taille, l'histoire de la commission d'embellissement, c'est-à-dire des normes de hauteur, des normes de largeur, des normes en ce qui concerne l'alignement, pour que le boulevard soit bien rectiligne. Par contre, la décoration est laissée au choix du propriétaire. La seule distinction, c'est en termes de décoration. C'est la première fois qu'il y a vraiment des normes d'urbanisme en fait, à la fin du 19e siècle. C'est les toutes premières normes d'urbanisme, finalement. Allez, on descend ? On va laisser passer le promo cash. Mais si vous regardez les plaques, là on a la place de l'université qui est juste derrière vous. Il y a eu une université très prestigieuse créée au XVe siècle à Valence, qui était à l'époque aussi importante, voire plus importante que celle de Grenoble. Vous imaginez, aujourd'hui, entre les deux, il n'y a pas vraiment il n'y a pas photo, quoi, comme on dit, il n'y a pas de concurrence. À l'époque de la création de l'université de Valence, c'était une université très prestigieuse. Il y a des gens de l'Europe entière qui sont venus étudier à Valence. Donc place de l'université. Ici on est sur la place de Clerc. Le clergé. On est dans le quartier de l'évêché. On a la cathédrale qui est juste là. Et on a des bâtiments religieux tout autour. Enfin, pas que des bâtiments religieux, pardon, mais des bâtiments occupés à l'origine par des membres du clergé tout autour. D'accord ? Et si vous regardez le nom de la rue qui sépare ces deux places, rue Saunière. Quelqu'un a une idée d'où ça vient ce mot ? Saunière. Lons-le-Saunier, ouais. C'est la rue des gens qui commerçaient le sel, en fait. Au Moyen-Âge, au bout de cette rue, il y avait la porte Saunière. Une des raisons du développement de la ville de Valence, c'était le commerce du sel qui venait d'où, à votre avis ? Ouais, de Méditerranée, qui remontait par le Rhône. Il y avait des salins en canard, il y avait des salins qui remontaient. Et donc le sel était en partie déchargé sur Valence pour repartir après dans toute la région. D'accord ? Et donc le sel à l'époque était une denrée extrêmement importante qui a fait la fortune des commerçants. Pourquoi c'était important ça ? Conservation. Donc tout au long du Moyen-Âge, de la Renaissance et ainsi de suite, une denrée extrêmement importante. Et donc un élément du développement et de la richesse de la ville aussi extrêmement important. Donc on est là, on ne voit pas le nom de la rue, mais la rue qui continue ici sur la gauche.
dans l'axe de la rue Saunière. Elle s'appelle la Grand Rue. Aujourd'hui, elle paraît ridicule, la Grand Rue. Mais au Moyen-Âge, on l'appelait la Grand Rue parce que c'était la seule dans la ville où deux charrettes pouvaient se croiser. Si on remonte la Grande Rue, que vous regardez les rues à droite et à gauche, elles sont encore moins larges. Donc le seul endroit où deux charrettes se croisent, alors c'est soit sur une place bien entendu, sinon c'est dans la Grande Rue. Okay. Et toujours en allant sur la gauche, il y a des rues qui s'appellent rue des Ballets, rue Pérollerie. Voilà, c'est ça. Les artisans se regroupaient en confréries, donc les gens qui fabriquaient des balais étaient dans la même rue. Les gens qui fabriquaient Pérollerie, c'est des gens qui fabriquaient des chaudrons, étaient dans la même rue. À Romans, il y a la côte des Chapeliers, il y a la rue Sabatterie aussi, des gens qui fabriquaient des sabots. Par confrérie, ils étaient regroupés au Moyen-Âge. C'est bon? On y go? Principale de Valence. Elle est faite en quoi? Principalement mollasse, mais elle a tellement été malmenée au cours des années que beaucoup de parties ont été reconstruites jusqu'au 19e siècle. Le clocher, il n'est pas du tout fin. La majorité de la partie du clocher est plutôt en calcaire. Quel style, si vous regardez les ouvertures? Style romain. Ouais, exact. Elle a été consacrée en 1095. 1095, ça correspond aux premiers appels à la première croisade. D'accord? Donc fin du XIe siècle. Alors, elle a vécu les guerres de religion, le clocher elle a été beaucoup remaniée. Elle a quelque chose de très particulier, cette cathédrale. C'est que Valence était sur les chemins de pèlerinage. Et donc là où rentre le monsieur avec la veste jaune, on a ce qu'on appelle un déambulatoire, c'est-à-dire un chemin qui passe là sur la droite et qui ressort de l'autre côté, un chemin que prenaient les pèlerins. Et donc le long de ce déambulatoire, il y avait plusieurs petites chapelles. Et au cours de leur déambulation, justement, ils pouvaient s'arrêter, prier. Le saint qui était représenté dans chacune des petites chapelles. Donc ça, c'est caractéristique des villes de pèlerinage, enfin des cathédrales, des villes de pèlerinage. D'accord? Vous remarquez où elle est située. Alors aujourd'hui, elle est plus très majestueuse. Il y a plein de constructions autour, mais elle est juste dans le rebord de terrasse, si vous regardez par là. On est au niveau du toit des maisons qui sont sur la terrasse de la basse ville, en fait. On est sur la deuxième terrasse, la terrasse de la ville centre, et elle est juste au bord. Donc imaginez quand on arrivait depuis le Rhône ou quand on arrivait depuis les collines ardéchoises, on avait ce monument vraiment imposant, quoi. C'est bon? La place sur laquelle on est s'appelle la place des Ormeaux. Elle a été rénovée il y a 2 ou 3 ans, à peu près, il me semble. Ouais. Et là aussi, on a trouvé des restes d'occupation romaine très nombreux là sous cette place. Là, on a le musée de Valence, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc, un mélange d'un bâtiment plutôt ancien, bâtiment lié à l'évêché, et qui ont été complètement remaniés. Alors, vous aurez une visite avec Madame Rabin du musée, donc je ne vous en dis pas beaucoup plus que ce qu'on voit là de l'extérieur. Donc on va visiter. Le musée, ouais. Alors après, je ne sais pas à quelle date. Aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Vous viendrez faire la visite du musée parce que c'est un musée qui présente les peintres paysagistes. Voilà. Et puis la place, là, juste un petit mot sur la place. Donc elle a été refaite effectivement il y a 3-4 ans, mais il n'y avait aucune plantation. Donc parce qu'il y a quand même des manifestations. Là, il y a le marché le samedi matin qui se prolonge de la place des Clercs jusque par là. De temps en temps, il y a quelques manifestations devant le musée là. Et donc l'année dernière, il y a une des étudiantes de BTS deuxième année qui a travaillé sur le projet et c'est elle qui a dessiné, qui a choisi les végétaux, qui a choisi les bacs, les petits carrés. Voilà, bon, les chênes sont morts à ce que je vois. Donc ils n'ont pas résisté, mais il y en a 2 qui
sont encore à peu près corrects, un qui est bof et l'autre qui est mort. Là, il devait y en avoir aussi, ils ont disparu, mais bon voilà. Ça, c'est un projet qui a été présenté à l'oral de dossier de stage par Lise Martin, s'il y en a qui. Elle a eu 16. Ouais, mais enfin, pareil, c'est pas parce qu'elle a fait ce projet. Non. Elle a décidé de venir. Oui, c'est sérieux. c'était Voilà. sa présentation de projet. C'est bon. Même avec un projet comme ça. Lise Martin. Pour ceux qui ne connaissent pas, Jean-François Blanc, donc gestionnaire du patrimoine arboré. Moi, je m'occupe au niveau espace vert que du patrimoine arboré, des 23 000 arbres de la ville de Valence, en fait. Voilà. Et puis là, je suis accompagné de Quentin. Quentin, c'est un jeune homme qui est en apprentissage ingénieur chez nous, donc en alternance, pour 3 ans. Alors, il est venu avec moi parce que moi, je trouvais intéressant aussi, vous, après votre 2 ans de BTS, éventuellement, s'il y en a certains qui veulent poser des questions sur un éventuel avenir, ça peut être intéressant de passer par Quentin parce qu'il a déjà un peu le pied dedans et ça peut être pas mal pour vous aussi de voir un petit peu l'évolution de tout ça. Où c'est que ça peut vous mener après votre BTS. Donc après vos 2 ans, comme ça pourra peut-être vous permettre un petit peu de voir un petit peu l'évolution que vous pouvez avoir derrière tout ça. Voilà. Je vous présente vite fait la ville de Valence en elle-même. La ville de Valence, c'est 68 000 habitants. C'est une agglo aujourd'hui qui se construit petit à petit avec 51 communes. Aujourd'hui, on ne parle plus de communes, on parle d'agglomération. Donc là, c'est 51 communes qui regroupent l'ensemble de la Drôme, une grosse partie de la Drôme du moins. Au niveau de Valence, Valence est une ville qui a été construite sur 4 terrasses qui vous emmène qui vous fait partir d'abord du Rhône et qui vous emmène jusqu'au contrefort du Vercors en fait. Donc étagé par 4 étages et puis voilà, en soi la ville de Valence elle est construite comme ça. Au niveau service espace vert, on est 68. On est regroupé en 4 unités. Il y a une unité sériste qui nous produit à peu près 80 à 100 000 fleurs par an. Alors on est sur des bisannuels, sur des annuels et sur de la vivace. Aujourd'hui, on se dirige petit à petit sur de la vivace et on laisse un petit peu de côté tout ce qui est bisannuel et annuel. On a une unité externalisée. L'unité externalisée, elle est là, elle, aujourd'hui, pour gérer toute la partie travaux externalisés, c'est-à-dire travaux en entreprise. Aujourd'hui, on est de moins en moins nombreux dans les communes et on est obligé d'externaliser de plus en plus de choses. Donc on a créé une unité qui s'occupe exclusivement des suivis de travaux, montage de marché, exclusivement pour les entreprises privées. On a une unité arbre, donc, dont je fais partie. Il y a 7 personnes, il y a 5 élargueurs, 5 arboristes grimpeurs. Alors les arboristes grimpeurs aujourd'hui, on leur demande d'avoir un certificat de spécialisation. C'est-à-dire que c'est un métier qui commence à être reconnu, qui est dangereux mais reconnu. Donc nous on essaye de se perfectionnaliser par rapport à cet apport-là de certificat de spécialisation. Généralement ce sont que des jeunes et qui ont la patate et qui ne craignent pas le vertige pour ceux qui viennent chez nous. L'avantage de cette équipe-là, c'est qu'elle a l'ensemble de la ville de Valence à s'occuper, c'est-à-dire qu'on n'est pas cantonné à un quartier comme les équipes de maintenance, on s'occupe de l'ensemble de la ville. Voilà. Au niveau arboré, c'est 23 000 arbres sur Valence et c'est 6 000 arbres d'alignement. Ensuite, on a une équipe de maintenance, une grosse équipe de maintenance qui est diversifiée par plusieurs quartiers. Voilà comment ça se passe en termes de structure. Et puis ensuite, bien sûr, on a un chef de service, etc., comme dans toutes les grosses structures. En fait. Voilà. Au niveau fonctionnement, enfin au niveau budget, en termes de fonctionnement et en termes d'investissement, au niveau d'une structure mairie, on fonctionne en 2 états. Il y a une partie fonctionnement et une partie investissement. Généralement, la partie fonctionnement, on est aux alentours d'1 million d'euros. Et la partie investissement, on est aux alentours de 3 à 4 millions d'euros par an. Juste pour le service espace vert. Juste pour vous représenter un petit peu ce que ça peut donner, quoi. Voilà. Donc on a quand même des choses à faire et ça va pas mal, quoi. Sachant aussi qu'au-dessus de nous, on a un maire qui a un plan de mandat et qui nous demande aussi beaucoup de choses. Et au bout de ces 5 ans de plan de mandat, il a envie d'avoir ici pas mal de choses. Donc on est aussi confronté au fait que nos élus et notre maire nous demandent aussi beaucoup de choses et il faut être réactif par rapport à ça. Voilà. Toutes ces choses évoluent en fonction de nos bords politiques successifs qui arrivent chez nous. On est toujours lié à notre bord politique, enfin à notre maire dans tous les cas, en ce qui concerne les structures de ville. Voilà. On va parler un petit peu du parc Jouvet. Le parc Jouvet en lui-même, c'est un parc qui a été inauguré en 1905 par monsieur Émile Loubet, qui était président de la République de l'époque. Le président de la République était drômois d'ailleurs, monsieur Loubet. C'est un don qu'avait fait monsieur Théodore Jouvet. Théodore Jouvet, c'est un très richissime négociant en vin, parce que la ville de Valence en elle-même n'avait pas les moyens d'acheter le parc qu'il y a derrière moi. Donc en fait, vu qu'elle ne voulait pas non plus le laisser à tout ce qui était déjà promoteur immobilier de l'époque, ils ont voulu absolument l'acquérir, sauf qu'ils n'avaient pas les moyens. Donc c'est ce don-là qui a permis à la ville de Valence d'acquérir le parc de Théodore Jouvet. En fait. Voilà.
Donc en fait ce parc lui il a évolué, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Il a été classé jardin remarquable en 2006. Il y a des serres aussi qui sont un petit peu à l'écart du parc Jouvet qui sont classés aussi au monument historique. Le parc lui a continué à évoluer et là aujourd'hui on est sur une phase on va dire projet, mode projet, parce qu'au fond du parc Jouvet là-bas vous avez tout ce qui est partie de terrain de tennis, c'est un gros gymnase. Aujourd'hui on a envie que, on a une volonté de détacher un petit peu cette partie gymnase et terrain de tennis et réintégrer cette partie-là au parc Jouvet. Donc aujourd'hui il y a un mode projet sur cette partie-là où on est en train d'essayer de voir pour faire déjà détruire tout ça et puis ensuite redonner vie un petit peu avec des espaces verts, avec de l'arbre sur cette partie-là en fait et redonner cette partie-là aux riverains. Voilà. Vous verrez aussi qu'on a racheté aussi quelques petits animaux parce qu'on avait une animalerie au parc Jouvet avec des dingues, des animaux sauvages. Les animaux sauvages aujourd'hui on n'a plus le droit d'en avoir, donc on a laissé petit à petit tous les animaux mourir d'une mort naturelle. Et depuis quelques temps on a réhabilité la zone de cette clôture et on a réintroduit des animaux de la ferme. Alors ce sont des agneaux et des chèvres. Agneaux ce sont des moutons d'Ouessant, des moutons du Cameroun. Il y a des chèvres, il y a une chèvre cachemire et des moutons Tonne et Marton. Voilà. On est vraiment resté sur une structure ferme, animalerie ferme. Voilà. Alors au niveau du parc Jouvet, ensuite, on est sur un parc à 8 hectares. 710 essences recensées, arbres et arbustes. Et puis ensuite, on a un patrimoine important au niveau arbres. Le patrimoine notamment avec quelques arbres remarquables. Alors, il y en a quelques-uns qui sont tombés suite à des gros coups de vent. Par contre, il en reste quelques-uns qu'on ira voir au fur et à mesure de la visite et qui sont vraiment très intéressants. Voilà pour la partie présentation du parc. Au niveau espace vert, j'en reviens un petit peu vite fait. On a 40 squares, parcs, etc. sur Valence. On a la dernière création, la dernière grosse création de la ville de Valence. C'est un parc qui se trouve à l'extrême sud de Valence. C'est le parc de l'Épervière. Alors c'est un parc qui a été créé, inauguré en juin 2016, donc récemment. Un parc avec un budget au départ de 900 000 € de création. Donc c'est un ancien camping et une ancienne pépinière qu'on a réhabilité. La réhabilitation, elle a compris un arboretum à l'intérieur, elle comprend un verger, donc des arbres fruitiers que les riverains pourront aller piocher naturellement, comme ils ont envie. On donne vraiment ça aux riverains en fait. Ce sont les riverains derrière qui vont pouvoir aller récupérer les fruits. Et on a une partie aussi plus avec tout ce qui est structure de jeu, structure de remise en forme, structure de jeu, et puis bancs, etc. de pique-nique. Ça c'est le dernier gros parc qui a été réalisé dans le sud de Valence, un parc de 7 hectares aussi. C'est intéressant à aller voir. Il y a un arboretum qui est très intéressant. On va continuer à le combler. Aujourd'hui, il y a une vingtaine d'arbres avec tout un étiquetage qui a été réalisé, avec des dessins qui ont été réalisés d'ailleurs par Compact. Et il y a un QR code aussi pour ceux que ça intéresse, avec un système de téléphone. Vous pouvez accéder à des fiches techniques et descriptives derrière qui vous font un complément sur l'arbre que vous avez devant vous. En fait. Donc c'est relativement intéressant. Dans le parc Jouvet en lui-même, en fait, la partie arboretum, le parc Jouvet étant un parc entre guillemets classé, arboretum, etc. Donc on va continuer, on va relancer un petit peu le plan de renouvellement de ce parc. En fait, à la base, on avait un peu plus de 900 essences sur le parc Jouvet. Pendant une vingtaine d'années, il n'y a pas grand-chose qui a été réalisé depuis. Donc depuis 2-3 ans, en fait, on nous redemande d'incorporer de l'arbre dans ce parc Jouvet. Donc vu qu'on veut garder quand même l'étiquette arboretum et on va dire classer un petit peu du parc, on relance des essences qui ont une valeur riche et botanique. Donc idem, on va relancer aussi cette partie étiquetage. On a beaucoup de riverains qui nous demandent justement, au niveau d'un manque de connaissance des arbres, de savoir un petit peu comment ça peut fonctionner et comment ça s'appelle. Donc petit à petit, on va relancer on va relancer la plantation des arbres dans ce parc Jouvet. On en a à peu près une vingtaine qui vont arriver autant dans le parc Jouvet qu'autant dans l'arboretum à l'Épervière. Donc si vous êtes intéressé aussi par un bel arboretum, vous irez voir l'Épervière, c'est très intéressant aussi. Voilà. Voilà pour la structure du parc Jouvet, structure ville et la ville de Valence en elle-même. Si vous voulez, on va se déplacer un petit peu, on va aller voir l'aire de jeu là-bas et puis on parlera un petit peu budget aire de jeu et puis comment ça fonctionne. C'est un peu vite fait de la partie aménagement paysager du parc Jouvet. La partie aménagement paysager du parc Jouvet, en fait, à la base, c'est un style composite. Style composite, c'était un style qui était le plus élaboré au 19e siècle, au début du 19e siècle en fait. Le style composite en lui-même, c'est un style qui reprend un petit peu toute la partie jardin à la française, jardin à l'anglaise et jardin paysager. Alors ici, le style composite, il est assez cadré. Vous avez toute la partie jardin à la française qui en fait
retravaille les terrasses et la descente que vous avez en fait, qui est relativement figée, relativement rigide. Vous avez les deux masses de végétaux en fait, qu'on le voit de chaque côté. Ça, on est plus sur une structure anglaise, jardin paysager anglaise. Et puis ensuite, vous avez toute la partie jardin paysagère en elle-même, c'est toute la partie basse du parc. Ensuite, quand on est sur le belvédère, en fait, on a deux grands cônes de vue que l'on peut se soustraire. C'est les deux parties, enfin les deux cônes de vue que vous avez, qu'on détermine bien aujourd'hui, qui emmènent votre regard sur l'Ardèche en fait. Voilà. Et ça, c'était quelque chose d'important, parce qu'il y a un cône de vue qui part de la gare. Donc quand vous sortez de la gare, en fait, la chose qui était importante et qui est classée aussi, c'est que la partie visible de la gare quand vous sortez, c'est que vous devez avoir l'œil qui vous emmène jusqu'à l'Ardèche. Donc cette partie-là, pour nous, elle ne peut se soustraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait très bien avoir, entre la gare et les belvédères, des arbres monstrueux qui dépassent tout. Et ça, on n'a pas le droit, en fait. L'historique de la création un petit peu de ce parc et de ce fameux cône de vue, en fait, nous empêche de changer un petit peu l'ensemble de la vue qui vous peut emmener votre regard jusqu'à l'Ardèche, en fait. Voilà. Donc là, on est sur un style composite. Le style composite, c'était aussi une théorie, c'était aussi la théorie, ça vous pouvez le retrouver sur Internet, c'était une théorie hygiéniste. Alors la théorie hygiéniste de l'époque, elle est relativement vaste, mais il faut quand même savoir qu'au 19e siècle, en fait, l'eau est arrivée petit à petit dans les habitations des riverains. Donc tout ce qui est chasse d'eau, douche, etc. Et en fait, la théorie hygiéniste, elle relève un petit peu de ça, c'est-à-dire que on était sur une partie et une valeur où les gens commençaient à se laver et il était important dans un parc d'avoir cette notion hygiéniste au sein d'un parc et c'était de bonne guerre au 19e siècle d'avoir ce genre de choses. C'est pour ça qu'au niveau du parc vous allez retrouver beaucoup d'eau et c'est relativement vaste parce que justement cette théorie-là elle était quand même importante au 19e siècle. Voilà. On continue, on va jusqu'au jeu. Ici, il y avait une ancienne aire de jeu. Aujourd'hui, les normes de jeu au niveau d'une structure de mairie sont très complexes et très compliquées. Il faut vraiment se tenir à jour de tout parce que les jeux, comme les arbres, au sein d'une structure, au sein d'une ville, ce sont le code des marchés publics, ce sont les deux choses qui sont, on va dire, entre guillemets, les plus intransigeantes en termes de sécurité. Les jeux, aujourd'hui, vous avez un enfant qui tombe, la mairie est responsable. Donc il est important d'avoir des gens qui tiennent la route, des gens qui sont habilités, formés, etc., sachant que les normes aujourd'hui évoluent à vitesse grand V au niveau des structures de jeu. Juste pour information, donc ici vous retrouvez 3 structures de jeu de 0 à 3 ans, de 3 à 6 ans et de 6 à 12 ans. L'ensemble de la structure que vous voyez ici en bois a coûté 400 000 € à la ville de Valence. Juste pour information. 400 000 €, ça fait quand même une belle somme. Donc vous comprenez que derrière aussi, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit formé pour tout ce qui est gestion, parce qu'une fois que vous avez l'installation du jeu, en fait le jeu lui vit tous les jours. Et le problème c'est que tous les jours on a des choses qui se dévisent, des choses qui sont abîmées, parce qu'on a aussi des choses qui sont dégradées. Et ce qui est bien dommage d'ailleurs, parce qu'une structure comme ça de 400 000 €, on aimerait bien aussi qu'elle soit quand même assez maintenue et en bon état. Et le problème c'est qu'on a même des enfants qui arrivent à grimper en haut des mâts et qui nous abîment toutes les petits écureuils ou les petits hiboux que vous voyez tout en haut. Donc c'est pour ça que c'est quand même quelque chose qui est assez oui, il y en a qui arrivent à grimper tout là-haut, donc bon, voilà. Et donc toute la partie base de l'aire de jeu, en fait, c'est un sol souple qui a été réalisé avec des pneus qui ont été remis en état. Donc on est sur une structure beaucoup plus écologique. Après, moi la seule petite chose que je trouve un petit peu étonnante dans tout ça, c'est qu'en pleine chaleur en été, vous avez quand même une odeur de pneus qui se dégage. Et bon, ça m'étonne toujours. Mais bon, voilà. Puis on a un petit problème de friabilité aussi, on est déjà en train de recharger le survêtement parce qu'en fait il se dégrade très rapidement. Le liant, qui est une espèce de résine, ne tient pas suffisamment les petits morceaux de pneus. Ouais, il y a un carré qui est en train de... on regarde un petit peu, ça. Et donc là, dans la même logique autour du parc, enfin autour de cette aire de jeu, donc on a une thématique de chênes. Voilà, où on va retrouver que des chênes. Alors, vous avez des arbres à pochettes, ce sont les petites cépées que vous avez ici, alors qui étaient là avant l'implantation de cette aire de jeu. Mais par contre, nous, notre demande en elle-même, c'était une thématique de chênes. Donc, on va retrouver plusieurs chênes de différentes essences, en fait, et de différentes variétés. Voilà. Donc on est toujours sur cette thématique du parc Jouvet. La thématique initiale du parc Jouvet, c'était d'avoir des thématiques d'îlots d'essences d'arbres différents. Vous allez retrouver des thématiques de magnolia, de liquide en barre, de bouleau, etc., etc., etc. Avec le réchauffement climatique, on s'aperçoit aussi aujourd'hui qu'il y a certaines essences d'arbres
que l'on pouvait incorporer sur Valence il y a encore quelques années, mais par contre aujourd'hui qu'on ne peut plus. Vous prenez par exemple le bouleau aujourd'hui, c'est quelque chose qui, avec la sécheresse de l'air, se plaît de moins en moins dans une structure urbaine. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a beaucoup de bouleaux qui sèchent, parce que des bouleaux à la base sont des arbres de moyenne montagne qu'on a réussi à faire redescendre en plaine, mais aujourd'hui on s'aperçoit qu'avec le réchauffement climatique, on a de gros soucis. Et on a de gros soucis aussi avec l'ensemble des arbres, parce qu'en fait, alors c'est pas uniquement sur Valence, mais c'est surtout, enfin c'est un petit peu français en général, c'est parce qu'en fait on a eu de gros soucis de sécheresse qui sont vraiment très rapides. En 2-3 semaines, vous pouvez avoir un arbre aujourd'hui qui était en pleine vigueur il y a encore quelques temps et qui sèche directement. Alors aujourd'hui on parle d'embolie pour les arbres, c'est-à-dire qu'on a un effet chaud, extrêmement chaud, qui en fait bloque quelques molécules de sève et donc l'arbre en fait arrête de continuer au niveau de ses réserves et sèche d'un coup. Et ça aujourd'hui, pour un gestionnaire de patrimoine arboré, c'est très compliqué. Aujourd'hui on ne sait pas trop où se tourner, est-ce que c'est des problèmes de terre, est-ce que c'est des problèmes de réchauffement climatique, est-ce que c'est d'autres problèmes? Et aujourd'hui en fait, parce que le problème de planter un arbre, c'est que c'est pas comme une petite fleur, vous ne plantez pas un arbre pour 5 ans, vous plantez pour un minimum de 40 à 60 ans. L'espérance de vie pour un arbre en milieu urbain, c'est entre 40 et 60 ans. Donc la problématique aujourd'hui, c'est que nous, il faut qu'on pense déjà à la variété qui arrivera à résister au climat qui fera dans une cinquantaine d'années. Il y a des articles aujourd'hui d'éminents chercheurs qui sortent. La température que vous avez à Alger aujourd'hui, donc qui est une température relativement excessive en termes de chaleur, on va la retrouver à Marseille. La température que vous avez aujourd'hui à Marseille, on va la retrouver, elle va remonter petit à petit dans la région de Romoise. Et tout ça se décale en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que nous, gestionnaires, on soit à même, et vous demain d'ailleurs, que vous soyez à même de vous dire que tout ce que vous allez implanter dans vos futurs aménagements paysagers, pensez bien que la partie réchauffement climatique est une partie importante. Et que dans tous les cas, les essences d'arbres que l'on trouve aujourd'hui et qui sont à même de résister avec la chaleur aujourd'hui et les contraintes urbaines aujourd'hui seront complètement différentes dans une cinquantaine d'années. Sachant qu'un arbre, pour planter un arbre par exemple en milieu urbain, aujourd'hui pour nous ça nous coûte 1 500 € l'arbre. Entre la création de la fosse, la plantation, et l'entretien derrière et la taille de formation. Et c'est tout un suivi ensuite que vous faites sur les 4-5 années qui suivent. Donc imaginez quand même qu'aujourd'hui, une commune comme nous, qui ont de moins en moins de moyens, aujourd'hui, on nous demande de faire très attention. Avant, on pouvait se permettre de planter des arbres comme on avait envie, entre guillemets. Aujourd'hui, et ça c'est votre job de demain, c'est de faire très attention parce que financièrement, ça a un gros impact. Donc, essayez aujourd'hui déjà de penser au futur et de vous dire que de toute façon, ça va se réchauffer. Le climat aujourd'hui, on ne maîtrise pas, personne ne maîtrise. Et par contre, il y a une réalité, c'est que le climat se réchauffe. Donc à vous aujourd'hui et à vous demain aussi, de bien prévoir ça dans vos futurs aménagements. Voilà. Sachant aussi qu'on a une contrainte d'eau aujourd'hui et que nous aujourd'hui, on essaie notamment de ne pas mettre de l'eau ou d'arrosage à outrance par rapport à ça. Donc c'est pareil, les végétaux, aujourd'hui, on va les choisir par rapport au fait que nous, par exemple, en régie, on est de moins en moins nombreux. Donc si on veut un entretien correct, eh ben, il faut penser aussi à tout ça. Donc vous avez une masse salariale, vous avez une masse de personnel derrière qui est importante. Dans vos futurs aménagements, il vous faudra penser à tout ça, quoi. Voilà. Il y a quelques canaux, mais bon, qui sont en train petit à petit aussi de réduire. On voit quand même les différences au niveau. Aujourd'hui, aujourd'hui, on a une contrainte d'eau qui est quand même importante. Là, par exemple, on a des mortalités d'arbres, c'est-à-dire que tout l'été, jusqu'à juillet, il a plu à peu près correctement sur Valence, on a eu un peu d'humidité qui est intéressant. À partir de la mi-août, on a eu 6 à 7 semaines de sécheresse. Aujourd'hui, en termes de personnel, on n'a pas les moyens d'intervenir très rapidement en termes de sécheresse. Et nous, on a des arbres qu'on avait plantés depuis 2-3 ans, qui étaient en bon état, en 2-3 semaines, plus Et après, de toute façon, on n'a pas la vérification que ce soit véritablement la sécheresse qui a tué les arbres. On a un autre article qui est sorti d'une commune, je crois que c'est Le Havre, qui montre que près de 80% des arbres qui meurent dans le périmètre urbain, ils sont dus à des fosses de plantation qui sont complètement remplies d'eau et pas à des histoires de sécheresse. En fait, on a, juste pour information, en fait, on appelle ça des contraintes édaphiques.
les contraintes édaphiques, c'est justement ces problèmes d'hydromorphie de sol, où en fait à l'intérieur vous avez soit un sol qui est complètement rempli d'eau et qui est complètement inerte, parce que vous n'avez aucune vie à l'intérieur, et ces contraintes-là aujourd'hui on les retrouve, parce qu'en fait vous avez la fosse de fermentation, et tout autour vous avez du bétonnage à outrance. Alors les contraintes aujourd'hui par exemple que vous avez sur une ville comme Montpellier, qui est remplie d'eau, et dès qu'il y a une grosse pluie qui est complètement inondée, c'est parce qu'en fait l'avantage aussi d'un arbre et d'un espace vert au sein même d'un milieu urbain, c'est que ça vous aide aussi en termes d'érosion, ça va vous aider aussi en termes d'absorption d'eau, ça va vous aider aussi en termes d'absorption de pollution, etc. etc. L'avantage, enfin, l'arbre aujourd'hui est un enjeu très important au niveau d'une ville, et de plus en plus important parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'il faut qu'on explique à nos élus, parce que nos élus ne viennent pas de nos milieux espaces verts. Mais aujourd'hui, c'est un enjeu important pour un maire et un élu. Aujourd'hui, nos riverains en fait, font attention à l'arbre. Nous, par exemple, pour abattre un arbre, aujourd'hui, avant on pouvait se permettre de faire ce que l'on veut. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir une expertise, un cabinet externe à la ville de Valence. On est obligé de faire un montage de fiches d'abattage, etc. etc. L'œil riverain est important au niveau des arbres. Voilà. On va laisser passer la jeunesse qui court. Et puis si vous voulez, après on continue un petit peu à visiter le parc, on va s'arrêter auprès des Ce qu'on appelle cyprès chauves. un sol hydromorphe, c'est un sol qui est gorgé d'eau. C'est pas le terme. Et donc les contraintes édaphiques, en fait, au niveau des arbres, toutes ces contraintes-là sont ce sont des contraintes de terrassement de sol, ce sont des contraintes, aujourd'hui vous avez pas mal de travaux où on enterre les collets des arbres. Alors, étonnamment, les gens ne pensent pas que le collet d'un arbre sert à quelque chose. Eh bien si, il fait en fait la barrière entre le système racinaire et le système aérien. Aujourd'hui, vous avez des termes pour ça, on parle de système hypogée pour la partie racinaire et épigée pour la partie houppier et charpente de l'arbre. Ça, ce sont des termes que vous allez apprendre petit à petit parce que c'est des termes nouveaux qui arrivent. Voilà. Donc toutes les contraintes édaphiques, ce sont ces terrassements, et nous on se bagarre continuellement par rapport à ça. C'est que le collet, il a quand même une fonction qui est vachement importante, c'est qu'en fait il fait le lien gazeux entre la partie extérieure de l'arbre et la partie souterraine. Donc quand vous avez des travaux neufs où on nous remet un mètre de terre au niveau du collet de l'arbre, on nous dit mais c'est pas grave, de toute façon votre arbre ne va pas crever. Alors, effectivement, il va vivre sur ses réserves pendant peut-être 4, 5 ans, 6 ans. Et par contre, au bout de 6 ans, quand nous, on va arriver que l'arbre va être sec, on va nous dire mais pourquoi votre arbre a séché? C'est pour ça que notre rôle de gestionnaire aussi, et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui on a investi depuis quelques temps dans un système d'information et de géolocalisation sur les arbres, c'est que ça nous permet aussi d'avoir un historique sur ce qui s'est passé. Il est important aujourd'hui pour un gestionnaire d'avoir un historique de ce que vous réalisez en termes de travaux. Tout simplement parce que une sécheresse d'un arbre, elle peut très bien s'expliquer effectivement en termes de problèmes de sécheresse et d'intempéries, etc. Mais elle peut aussi s'expliquer par rapport aux successions de contraintes que l'arbre a connues pendant X années. Alors je parle de travaux à proximité des racines, et je parle notamment d'enterrement de collets, parce que justement l'enterrement de collets, ça nous fait sécher nos arbres au bout de 6 ans, quoi. Donc voilà. Voilà pour ces parties-là. On peut continuer un petit peu si vous voulez. Ceux-là, pour ceux qui ne connaissent pas, sont des cyprès chauves. Alors bien sûr, ça continue les thématiques des arbres qui ont été des thématiques des arbres et des essences qui ont été plantés au niveau du parc Jouvet. Donc derrière vous, vous avez des marronniers. Ici, vous avez les cyprès chauves. Les cyprès chauves, c'est ce que l'on retrouve dans le bayou en Louisiane. Donc le cyprès chauve a cette particularité-là qu'elle fait pour survivre dans le bayou en Louisiane, crée des racines qui remontent et que l'on appelle des pneumatophores. Les pneumatophores dans le bayou, vu qu'ils sont tout le temps immergés d'eau, ce sont des racines qui permettent d'avoir un échange gazeux, qui permettent à l'arbre de survivre en fait. Voilà. Donc vous voyez peut-être ça dans les films là-bas en Louisiane, avec des systèmes de racinaires qui remontent et qui redescendent dans l'eau. Ce sont exactement ces mêmes arbres-là, cyprès chauve, voilà. Cyprès chauve associé à la pneumatophore. Pneumatophore, système racinaire qui monte et qui descend et qui permet l'échange gazeux. Voilà. Donc après, on retrouve pas mal de petites choses. Hein. Le gros micocoulier là qui est très sympathique avec son pied d'éléphant. On est passé à côté. Au niveau du parc Jouvet, vous retrouvez quand même 3 entités qui sont importantes. Donc vous avez l'eau, bien sûr. Vous avez toutes les statues aussi de ce style-là et puis d'autres qui sont... Alors, toutes les statues et les bâtis, en fait, ont répercuté un petit peu toute la vie du parc Jouvet depuis de nombreuses années.
enfin même depuis une centaine d'années en fait. Chaque président, chaque personne importante, entre guillemets personnalité importante de France qui est passée par là, a eu son petit bâti. Donc vous allez retrouver un petit peu des sculptures à droite et à gauche. Et puis là on a un artiste aussi qui a, vous allez retrouver 2-3 œuvres de ce côté-là, qui a déposé quelques côtés artistiques un petit peu de son truc. Vous allez retrouver notamment un visage qui est dans une mare là-bas qui est relativement sympa. Et puis d'autres petites choses aussi, en contour vous allez tomber dessus. Vous allez voir, il y a des petites choses qui peuvent être intéressantes à voir. Si vous voulez, on va continuer par là-bas parce qu'on a un joli arbre à aller voir. C'est un arbre remarquable. C'est là le hêtre à feuilles de fougère, qui est très sympathique aussi. Et puis il a une petite histoire, je vais vous raconter aussi en même temps. Ou alors on parlera en tant qu'à faire. Alors, hop, juste pour continuer un petit peu dans l'esprit arbre remarquable, vous avez le gros hêtre à feuilles de fougère ici. Alors c'est le seul et unique sur Valence. On a créé un arboretum à l'Épervière. En fait, moi dans l'idée, c'était de remettre aussi des hêtres à feuilles de fougère. Sauf qu'aujourd'hui, on a des pépinières qui nous refusent, enfin qui refusent de vendre des hêtres. Parce qu'en fait, la contrainte aujourd'hui, elle est toujours liée à ces fameux réchauffements climatiques. Le hêtre étant un arbre de moyenne à haute montagne, en fait, aujourd'hui, les pépinières, ne pouvant pas nous assurer la reprise, aujourd'hui, pour trouver du hêtre, ça devient de plus en plus compliqué. Et c'est quand même bien dommage, parce qu'en fait, au fur et à mesure, on va avoir des essences qui vont disparaître à cause de ça. Donc, nous, dans cette histoire d'arboretum, en fait, on aurait bien voulu continuer à mettre du hêtre, mais on ne peut pas. Alors, ce hêtre-là, en fait, il a une petite histoire, parce que tout le patelage bois que vous voyez au pied, il a été détecté il y a une quinzaine d'années, un ganoderme virulent et important. Le ganoderme étant un champignon qui attaque tout le système racinaire et notamment la partie ancrage de l'arbre. Il se développe par le piétinement des gens. Donc pour protéger ce fabuleux arbre, il avait été décidé de mettre un patelage bois pour justement limiter cet effet de piétinement et ce ganoderme qui lui par contre va continuer à évoluer. Pour information au niveau des contraintes aussi qu'on peut rencontrer en milieu urbain, c'est la partie champignon. Le champignon lui en lui-même attaque soit la cellulose de l'arbre, soit la lignine de l'arbre. La lignine de l'arbre, c'est ce qui permet à l'arbre d'avoir entre guillemets, une structure mécanique qui va tenir. La cellulose, elle va permettre à l'arbre d'avoir cette fameuse souplesse qui va lui permettre de se protéger en termes de vent. Donc au niveau des sous-sols aujourd'hui, on a aussi des problèmes parce que par rapport à ça, pour arriver à continuer à faire venir du sucre, etc. au niveau de l'arbre pour le nourrir, c'est compliqué pour nous. Au niveau des contraintes aussi qu'on retrouve aujourd'hui de plus en plus dans les villes, c'est toute la partie champignon. Alors le massaria c'est un champignon qui attaque le platane aussi, qui attaque toutes les charpentes de platane. Et puis on a le chancre coloré que vous avez déjà dû entendre. Le chancre coloré aussi qui est très certainement dû aux entreprises privées qui ne désinfectent pas assez leurs outils de démontage et leurs outils de tronçonnage aussi. Donc voilà. Donc ça c'est des choses aussi, faites bien attention quand vous allez faire venir des entreprises privées au côté désinfection de tout ce qui est matériel. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des contraintes par rapport à ça. En fait, les entreprises aujourd'hui sortent de leur périmètre drômois qu'ils ont l'habitude, ils vont partout. Sauf que le problème, c'est que quand ils reviennent, ils nous ramènent à des champignons. Donc aussi, on est pas mal vigilant aujourd'hui par rapport aux désinfections des outils. Voilà. Mais les champignons, c'est pas que du mauvais. Et aujourd'hui, sur les plantations d'arbres urbaines, on fait de plus en plus de mycorhisation parce qu'on s'est rendu compte que cet aspect symbiotique entre le champignon et l'arbre peut amener une quantité de minéraux et d'éléments nutritifs qui est vraiment essentiel pour l'arbre, qui permet vraiment d'optimiser les performances des arbres en milieu urbain qui sont très souvent en carence. Voilà. La maladie des marronniers, là, c'est quoi? La maladie des marronniers, c'est un petit insecte, c'est la mineuse des marronniers. Donc en fait, c'est des petites larves, donc c'est des petits papillons qui vont venir percer dans les feuilles et qui vont défolier petit à petit en mangeant entre les deux couches de cambium de la feuille. Donc en fait, elles vont manger toutes les cellules qui sont à l'intérieur de la feuille et l'arbre ne va plus pouvoir faire sa photosynthèse, ou en tout cas il va être très affaibli. Et tous les marronniers à peu près de France subissent un petit peu ça. C'est pour ça que presque tous nos marronniers sont marrons peu après le printemps. Voilà, c'est les petites taches marron. C'est pour ça que d'ailleurs que la feuille, la photosynthèse ne se faisant plus, elle est en train de sécher, elle se transforme en marron, et elle tombe. Alors idéalement, quand les tas de feuilles sont en bas, il faudrait brûler les feuilles. Parce qu'en fait, l'insecte, lui, il est encore dans la feuille. Et pour pas qu'il y ait une propagation, il faudrait qu'on arrive à brûler les feuilles, sauf que c'est très compliqué.
Et là, ramasser là et puis le souci, c'est ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'après, ça investit l'ensemble de la France, parce qu'en fait, ces tas de feuilles, on les emmène dans des déchetteries. Les déchetteries, eh ben, elles les emmènent ailleurs, etc. etc. C'est comme ça qu'on pollue le système. En fait. Après, il y aurait la solution de facilité qui est d'utiliser un produit phytosanitaire, mais on a la loi Labbé et le zéro phyto qui ont été passés. Donc d'ici horizon 2018, toutes les municipalités seront interdites d'utilisation de produits phytosanitaires, et d'ici 2020, tous les particuliers. Donc aujourd'hui, nous, à la ville de Valence, depuis plus de 6 ans, on est 2009. déjà... 2009. On est déjà Zéro phyto. en zéro phyto, enfin en zéro pesticide. C'est qu'on en utilise encore très peu. On en utilise très peu, et le seul qu'on utilise, c'est le Bacillus thuringiensis pour la pyrale du buis. Mais le gros problème de la pyrale du buis, c'est que la prospection du papillon, elle est très grande et qu'il y a jusqu'à 6 vols par an. Du coup, si toute la commune en fait traitait au Bacillus thuringiensis, on arriverait peut-être à s'en débarrasser. Mais aujourd'hui, traiter nos buis personnellement, par exemple dans ce parc, on arriverait à les faire durer un peu plus longtemps, mais ils sont tous voués à mourir. Là, nous, on avait... Là, les déchets verts, et c'est où la station de compostage? Ici, Elle est sur le Haut-de-Valence. En fait, il y a encore quelques années, toute la partie déchets verts, elle était traitée en interne. Sauf qu'aujourd'hui, on a des normes qui ne nous permettent plus de traiter ça. En plus, économiquement, ça avait quand même un budget un peu important. Donc on est reparti sur une structure privée. Et la structure privée aujourd'hui, elle est juste à l'extérieur de Valence, enfin juste dans un limitrophe à Valence. Et c'est une structure privée, complètement privée. À la déchetterie, là, Ouais, voilà. la piscine, là. Non, enfin, je crois il y a très certainement une piscine à proximité, mais voilà. Donc là, c'est pareil, sur le parc Jouet, vous avez pu voir qu'il y avait des buis. Alors il y en a de moins en moins, parce qu'effectivement, la pyrale du buis fait des ravages ici. On a la même chose aussi avec la processionnaire du pin, alors sur lesquels on fait pas mal de luttes, soit mécanique, on coupe les nids pendant la période hivernale, soit on met des écopièges autour des troncs, ou alors on installe aussi des cabanes à mésanges à queue noire. Alors ça, c'est quelque chose que l'on met de plus en plus. La mésange, elle a cet avantage-là, c'est qu'elle va l'hiver ouvrir les nids et manger quelques insectes qui y a à l'intérieur, quelques chenilles. L'avantage d'ouvrir le nid, c'est que le gel, lui, après, se met à l'intérieur du nid et généralement arrive à faire mourir toutes les chenilles qui y a à l'intérieur du nid, quoi. Donc vous allez retrouver pas mal de petites cabanes et on essaye d'en mettre de plus en plus, quoi. Voilà. On essaye de trouver des alternatives à tout ce qui pouvait être auparavant des produits phyto. Voilà. Et c'est pas toujours évident parce qu'on ne maîtrise pas encore complètement le truc. Aujourd'hui, on a pas mal d'appels de riverains justement qui nous demandent comment lutter pour la pyrale du puits. Mais aujourd'hui, nous, hormis des cabanes à nichoirs, hormis des pièges à phéromones, hormis du nettoyage au Karcher des buis, on n'a pas d'autre alternative. Et la seule autre alternative aujourd'hui qu'on a pu trouver, c'est justement remplacer le buis par une autre essence. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a des essences de buis, entre guillemets, qui arrivent sur le marché, qui sont, entre guillemets, qui sont plus tolérants. Après, le seul souci, c'est qu'il faut quand même bien se dire aussi que la pyrale du buis, quand elle aura mangé tout le buis, elle ira s'atteler à cette chose-là. C'est automatique. La chenille processionnaire, elle mangeait tous les pins. Maintenant que les pins, on en plante de moins en moins, nous, au niveau de la ville de Valence, dans tous les permis de construire, on met une interdiction de plantation de pins, et ben elle se déplace sur le cèdre. Et puis une fois qu'elle s'est déplacée sur le cèdre, on la retrouve aussi sur le chêne. Donc automatiquement, toutes ces maladies-là, en fait, elles se restructurent, elles sont vraiment pas bêtes et elles vont ailleurs. Et c'est la complexité que l'on a, nous, aujourd'hui, gestionnaires, c'est qu'il faut arriver à trouver un équilibre, parce que vous n'arriverez jamais à éradiquer tout ça. Par contre, il faut arriver à trouver un équilibre, et c'est pour ça aussi que, même en termes d'alignement, même en termes de plantation, on parle aujourd'hui beaucoup de diversité, et ça, c'est important pour vous, parce que la diversité nous permet de lutter, enfin, vont vous permettre de lutter contre tous ces problèmes de maladies et d'insectes qui vont tout manger, quoi. Voilà. Et on a des solutions aujourd'hui alternatives aux produits phytosanitaires, comme par exemple la protection biologique intégrée, donc mettre des petits insectes un petit peu partout. Et comme c'est quelque chose qui est encore très neuf, on a déjà fait beaucoup de conneries. Par exemple, pour lutter contre le puceron, on a fait venir en France une coccinelle asiatique il y a une dizaine d'années, qui aujourd'hui a envahi tout notre écosystème et qui n'a aucun prédateur et dont on n'arrive pas à se débarrasser. Bravo. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que vous avez un métier passionnant mais compliqué. Par contre passionnant. Là il y a un cyprès chauffe avec des pneumatophores, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Que vous arrivez à déterminer. Alors le nom de cette œuvre là, c'est l'homme noyé. On
bien que je me trompe pas. Voilà. Donc bon. Et les moutons, eux, ils sont mis à l'abri là. Vous voyez juste les têtes qui dépassent là. Ils sont pas fous, ils sont nés là, il pleut, donc on se met à l'abri. Ah, ils sont pas comme nous. Non. Alors ces petits moutons là, en fait, ils sont arrivés chez nous il y a 10 jours. Voilà. Un peu plus peut-être, une quinzaine de jours. Donc là, on a 6 moutons et une chèvre. C'est tout récent. C'est tout récent. Ah, tout récent. Les abonnés. Donc là, pareil, on travaille avec des périscolaires. C'est l'avantage aussi des structures villes. C'est que là, aujourd'hui, on travaille avec des périscolaires pour que les enfants trouvent des noms à ces fameux moutons, quoi. Donc bon. Voilà. C'est des moutons sauteurs là les clôtures sont si hautes ou c'est pour les À la base, c'était des dingues. Ah oui, c'est bon. Voilà. Et il y avait une double clôture. Donc la double clôture, ils ont voulu l'enlever. Je trouve que c'est dommage parce que bon, ça permet quand même. Parce que ce qui est important au niveau de ces moutons, c'est qu'ils sont relativement fragiles. Et le souci, c'est que si on commence à leur donner du pain, derrière, c'est soit ils sont malades, soit ça en arrive même à la mort. Et donc on essaie, on communique quand même pas mal là-dessus pour justement informer les gens que c'est quand même relativement fragile. C'est très joli, mais très fragile. Alors les chevaux, ils ont disparu. Ils ont été mis ailleurs. Au départ, on avait des polices françaises. Ils se promenaient dans la ville et tout. Le problème, c'est que au départ. Aujourd'hui, elle sert de musée, il y a une réflexion qui est faite à l'intérieur, et elle sert de musée au niveau du parc. Et puis je crois qu'il y a pas mal de petites choses qui peuvent se voir à l'intérieur. Alors moi je suis jamais rentré, je sais pas trop ce que ça moi, donne. oui, ouais. Moi, je vais voir les expos. Vous allez voir Pas celle-là, mais je viens régulièrement voir les expos parce que ce sont que des gars du coin, quoi. Ouais, c'est ça, Et ouais. ouais, c'est sympa. Souvent, quand ils font l'inauguration, je viens parce que comme ça, j'ai l'explication. Ah bah oui, tant qu'à faire, hein. Et Ah bah, là, celle-là, je la moi, je suis connais jamais pas, rentré, mais donc, c'est pas très grand. Hein. Il y a, non, c'est sur 2 étages, il y a c'est pas très grand, en fait. 3 pièces en bas et puis 2 en haut. Enfin bon, faut pas visiter. Et là, par exemple, on peut pas, quoi. Oui, voilà. Ou si, faire des vagues. Mais non, c'est pas mal. Hein. Moi, Je ne connais pas, moi, après je suis jamais rentré, donc bon, voilà. Voilà pour la partie un peu historique. Alors après, soit on passe par là-bas et on passe sur l'ensemble d'ombrage, qui peut être intéressant aussi à voir. Et tout le reste aussi. Moi je voulais juste finir par Quentin qui peut éventuellement vous présenter son école et ce qu'il réalise chez nous, parce que ça peut être intéressant pour vous dans un deuxième temps en fait. Après votre BTS, pour certains, vous allez attaquer directement la vie professionnelle, si vous avez la chance de trouver un job. Et puis pour d'autres éventuellement, peut-être que continuer c'est pas mal aussi. Donc je laisse juste 5 minutes Quentin se présenter un peu son école et le pourquoi du comment il est chez nous aussi. Du coup, moi, comme vous, j'ai fait un BTS aménagement paysager en filière continue. Derrière, j'ai attaqué sur une licence gestion des aménagements paysagers en alternance. Mais le diplôme que je prépare aujourd'hui, qui est un diplôme d'ingénieur en alternance, donc une école dont vous avez sans doute entendu parler, c'est l'ICAP. C'est 3 ans du coup post-BTS, avec un bon concours d'entrée avec un bon niveau d'anglais et quelques petites connaissances à avoir. Mais c'est assez accessible. Vous pouvez, je pense, pour beaucoup d'entre vous, le présenter. Donc, en général, sur le BTS, ou vous partez dans la vie professionnelle, ou vous partez sur une licence, ou vous partez sur l'ICAP, ou pour certains autres vers de l'architecture paysagère. Moi, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe l'ICAP. Donc, c'est un cycle de formation sur 3 ans. En général, on est 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Et à chaque fois qu'on est à l'école, on a du coup 1 semaine sur une unité de formation, par exemple du génie civil. On a 1 semaine pour ingurgiter tout ça. Et ensuite, on a 2 mois pour préparer un mémoire. Comme on a une semaine par mois, en fait, on est toujours en train de construire 2 mémoires en même temps. C'est la partie un petit peu complexe de l'école d'ingénieur, mais c'est pas mal. Vous avez ce côté très professionnalisant, vous êtes payé quand même. C'est la petite partie intéressante du lot. Et moi, du coup, pour la ville de Valence, ma plus grosse mission, c'est d'optimiser la gestion différenciée sur les 300 hectares de la ville.
Donc je mets à jour le système d'information géographique et j'optimise tous les quartiers en passant du patrimoine arboré par les canaux jusqu'au 10 parcs de la ville. Voilà. Donc j'espère qu'on aura été assez, on en aura dit assez. Je sais que le temps c'est pas vraiment idéal, donc je crois qu'on va arrêter là. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était important aussi que Quentin se présente par rapport à son école, parce que pour vous, ça peut vous donner aussi un petit visuel qui peut être intéressant après le BTS. Donc il y a aussi d'autres choses à voir après le BTS, n'hésitez pas non plus. Et puis voilà, quoi. Donc bonne chance à vous pour cette année, et puis pour l'année prochaine aussi pour votre diplôme. Et puis en espérant vous revoir peut-être dans une structure mairie, peut-être pourquoi pas un jour, quoi. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que s'il faut que vous mangez dans les voitures, ça va peut-être pas être évident. Et qu'on ne vous a pas trop embêté ce matin et que vous n'êtes pas trop mouillé surtout. Et j'ai peur pour certains, ça ne soit pas gagné, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que c'est dommage, des petites visites sous la pluie, ça aurait été mieux avec le soleil, mais bon, pas de chance. On en a fait une petite partie sous la pluie, enfin, il pleuvait pas, donc bon, voilà. Il y en a un qui vient là en stage. Ah, il y a quelqu'un qui nous rejoint? Qui vient en stage. Anthony Jouvet. Par hasard. Ok. C'est bien, t'arrives quand? Peut-être lundi, mais il n'a pas de la convention n'est pas signée donc. Et tu sais où exactement? D'accord. Eh ben très bien. Très bien. Et pour combien de temps? 2 semaines. D'accord. Alors appuie-toi bien, tombe pas malade, parce que attention, il y a du boulot quand même qui t'attend. Bon, voilà. Ben, écoutez, bon stage à vous en tout cas. Et puis, voilà. Merci. Bon week-end.